Vous avez sûrement vu ces images fin 2024. Ce sont des affiches promotionnelles pour le match de qualification entre la Chine et le Japon pour le Mondial 2026. Pourtant, à part un stade, on aperçoit surtout deux personnages importants, Goku pour les mangas, animés et jeux vidéo, et Wukong pour le jeu vidéo Black Myth Wukong. Ces affiches ne sont donc pas destinées qu'aux supporters chinois et japonais de football, mais bien évidemment au monde. En effet, ces deux héros de la pop culture servent ici la promotion d'un événement, des fédérations et des pays qui les représentent, à travers leur aura, leurs liens, mais aussi leur opposition. On va donc voir tout ça ensemble. Vous êtes prêts? C'est parti! Tout d'abord, Goku et Wukong ont une aura mondiale et servent ainsi le rayonnement de leur pays. On parle de soft power. Alors c'est quoi le soft power? Le soft power est défini par le géopolitologue américain Joseph Nye en 1990 comme l'habileté à séduire et à attirer. Nous, on pourrait tout simplement définir cela par la capacité d'attraction et d'influence d'un État. Et dans le soft power, la culture a toute sa place, comme c'est le cas ici avec Goku et Wukong. Tout d'abord, le manga Dragon Ball et son protagoniste principal, Goku, ont un impact mondial. Né en 1984 des mains d'Akira Toriyama au sein du Shonen Jump, le manga s'est depuis vendu à plus de 300 millions d'exemplaires dans le monde, dont 25 millions en France, et cela pour seulement 42 tomes. Si l'on veut comparer, One Piece est le manga le plus vendu au monde avec plus de 500 millions d'exemplaires, dont 30 millions en France, mais pour plus de 100 tomes. Le ratio est donc plus important pour Dragon Ball. Il faut ajouter à cela les animés, les OAV comme Broly en 1993 et les jeux vidéo. La génération 80-90 a ainsi grandi avec Dragon Ball en regardant le Club Dorothée. Si les différentes suites proposées, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super et Dragon Ball Daima, ont été moins appréciées, elles ont tout de même permis de faire perdurer l'univers et avec Goku. Les jeux vidéo, comme Tenkaichi Budokai dans les années 2000, Fighter Z ou Sparking Zero plus récemment, participent eux aussi à cet engouement. Son Goku est ainsi devenu le symbole universel des mangas, des animés et du Japon à travers une image qu'on appelle la Cool Japan. Alors c'est quoi la Cool Japan? C'est une image cool véhiculée par les mangas, les animés, les jeux vidéo et sur laquelle surfe le gouvernement japonais pour servir son soft power, rayonner à travers le monde et attirer notamment des touristes. Alors passons maintenant à Wukong. Le jeu Black Myth Wukong, sorti fin août 2024, soit 2 mois avant ses affiches, est lui aussi un véritable succès et sert la puissance chinoise. Avec 18 millions d'exemplaires vendus en seulement 15 jours, c'est à la fois un succès économique, mais aussi vidéoludique, qui lui vaudra d'être nominé pour le GOTY 2024. S'il ne le remporte pas, le jeu permet à la Chine de se positionner sur la carte des puissances vidéoludiques telles que le Japon et les États-Unis. En effet, si en 2020 la Chine c'était 41 milliards de dollars de recettes contre seulement 37 pour les États-Unis d'Amérique et 19 pour le Japon, ce qui est déjà phénoménal pour un pays où la censure et le contrôle d'Internet ont lieu, cela concernait surtout les jeux mobiles. Le premier jeu AAA de l'industrie chinoise, reconnu tant par son gameplay, son histoire que ses graphismes, peut permettre ainsi l'arrivée de nouveaux jeux de qualité, mais aussi assurer aux studios chinois de faire face à la concurrence mondiale. Ce jeu permet aussi d'exporter un des plus grands héros de la culture et de la littérature chinoise, à savoir Sun Wukong de la pérégrination vers l'ouest. Il marque d'ailleurs un changement. Alors qu'auparavant, les gamers chinois devaient jouer sur des jeux occidentaux avec des perceptions occidentales, c'est maintenant aux gamers du reste du monde de jouer à un jeu chinois avec des perceptions chinoises. Et ça marche! Datong, capitale de la région du Shaanxi, et ancienne ville minière en difficulté, renaît grâce au tourisme. Avec la campagne Voyager avec Wukong dans le Shaanxi, la région attire ainsi des touristes qui viennent visiter les 27 lieux qui ont servi de décor au jeu, munis d'un petit passeport qu'ils font tamponner à chaque visite. Mais ces images nous montrent aussi un héritage culturel important. Sun Wukong, le dieu singe, et l'œuvre dont il est issu, la pérégrination vers l'ouest, ont fortement inspiré Akira Toriyama pour construire Dragon Ball. Son nom est ainsi la traduction japonaise de Sun Wukong, et les premières esquisses
devait représenter Goku sous les traits d'un enfant singe. Comme on peut le voir sur ces images, il en gardera la queue qui lui permettra de se transformer en singe à la pleine lune. Il possède aussi les mêmes attributs que Wukong, à savoir King Toon, le nuage magique, que lui donne Kame Sennin, et Nyoibo, le bâton magique. Mais, que ce soit dans Dragon Ball ou dans d'autres mangas, l'inspiration ne s'arrête pas qu'à ce héros. On peut ainsi mentionner One Piece, où les fruits du démon confèrent un pouvoir à celui qui les consomme, comme c'est le cas pour le fruit de Son Wukong au sein de la pérégrination vers l'ouest. Dans Dragon Ball, les personnages et le reste de l'histoire sont aussi fortement inspirés par la pérégrination vers l'ouest. Bulma comme le moine Tenzang partent en quête et rencontrent sur leur chemin Goku et Wukong. Alors que Bulma part à la recherche des Dragon Ball, le moine Tenzang lui part en Inde à la recherche des sutras bouddhistes pour les ramener en Chine. Durant leur périple, Bulma et Goku d'un côté, Tenzang et Wukong de l'autre, rencontrent sur leur chemin un cochon anthropomorphe. Le palais d'Oolong rappelle d'ailleurs fortement l'architecture traditionnelle chinoise. Cette architecture sera visible jusqu'au 21e Tenkaichi Budokai où l'inspiration balinaise prendra le pas. D'autres éléments visuels rappellent aussi la version initiale, mais cette fois-ci dans sa version japonaise. Dans les premiers tomes, les montagnes au relief particulier et les récitatifs sous forme de parchemin sont ainsi fortement inspirés des premières éditions japonaises du 19e siècle. Mais comment expliquer cette inspiration ? On peut tout d'abord l'expliquer par les liens historiques qu'entretiennent les deux pays depuis l'Antiquité. Alors que l'Asie de l'Est est fortement sinocentrée, c'est-à-dire tournée vers la Chine, sa civilisation se diffuse au Japon dès le 5e-6e siècle à travers des relations commerciales et diplomatiques. C'est notamment le cas du bouddhisme qui depuis l'Inde était arrivé en Chine et de la Chine arrive au Japon au 6e siècle, mais on peut aussi mentionner le cas du thé au 9e siècle. Si le Japon féodal s'émancipe de l'influence politique et diplomatique chinoise, le maintien de relations commerciales fait perdurer les transferts culturels. La pérégrination vers l'ouest est ainsi introduite au Japon au XVIIe, puis traduite au XVIIIe en pleine période d'Edo, alors que le Japon mène une politique d'isolationnisme appelée Sakoku. Il s'agit en fait moins d'une politique d'isolement que d'une volonté de contrôle des échanges, puisque la Corée, la Chine Et les Hollandais continuent de commercer avec via des comptoirs qu'on appelle les quatre portes. Lors de l'ère Meiji des 19e et 20e siècles, l'ouverture occidentale du pays, mais aussi sa politique expansionniste en Corée et en Chine, continue de faire perdurer les transferts culturels. Un élément important à ne pas oublier pour autant, c'est la mangaka Nashi Mikami. En effet, femme de Akira Toriyama, la mangaka l'a fortement inspirée pour les débuts de Dragon Ball. Alors comment ? Tout d'abord, Nashi Mikami est très sinophile, c'est-à-dire qu'elle aime la culture chinoise. On peut ainsi l'apercevoir ici avec son mari entourant l'acteur Jackie Chan dont Akira était fan. Il lui a d'ailleurs rendu hommage à travers le personnage de Jackie Chun. Ensuite, en tant que mangaka, elle a aidé Akira Toriyama dans la réalisation des premiers tomes. C'est notamment le cas de la planche vedette, la première du manga que vous pouvez voir ici. On y aperçoit bien le récitatif sous forme de parchemin et les massifs montagneux au relief particulier qui rappellent les premières éditions. Mais s'il y a bien un héritage, ce que nous montrent ces affiches, c'est qu'il y a opposition. Cette opposition concerne aussi bien nos deux héros que leurs deux puissances associées, à savoir la Chine et le Japon. Vous êtes prêts pour le combat ? Fight ! En termes de soft power, tout d'abord, la Chine bénéficie de nombreux atouts pour rayonner et étendre sa culture à travers le monde. C'est notamment le cas de sa diaspora, c'est-à-dire la communauté chinoise ou d'origine chinoise qui vit à travers le monde et avec qui la Chine garde des liens importants. On peut ainsi mentionner en France l'importance de Kevin et Henry Tran qui, à travers certaines vidéos, font découvrir des éléments de la culture chinoise et de leur histoire. Bien d'autres éléments participent au rayonnement de la Chine dans le monde. Parmi ceux-ci, par exemple, l'importance de la pensée de certains philosophes comme Confucius, le cinéma, la présence des quartiers chinois au sein des grandes villes, la gastronomie chinoise et ses restaurants, mais aussi l'importance du Nouvel An chinois qui est même célébré par la NBA. La Chine développe aussi à travers le monde ses instituts Confucius dans lesquels on peut apprendre le mandarin et découvrir la culture chinoise. Il ne faut pas non plus oublier l'importance de TikTok, premier réseau social chez les jeunes, et vu comme une potentielle menace notamment par les États-Unis du fait de ses liens avec la Chine. Comme dit plus tôt, le succès de certaines œuvres comme le jeu Black Myth Wukong sert aussi le rayonnement du pays et permet d'attirer des touristes.
Ses investissements maintenant, en Asie, en Afrique, en Amérique, en Océanie, mais aussi en Europe, avec par exemple le port du Pirée, lui permettent d'étendre son influence à travers le monde. Le projet phare des nouvelles routes de la soie, lancé en 2013 par la Chine, sert ainsi, via les routes commerciales, terrestres et maritimes, l'économie chinoise, mais aussi son influence au sein des territoires connectés. Mais cette présence est de plus en plus décriée par certains États qui y voient une forme de domination quand sa dictature ternit son image. Depuis 2020, le renforcement du contrôle de la République populaire de Chine sur Hong Kong, mettant fin aux libertés individuelles et à l'autonomie politique du territoire, a ainsi été dénoncé à l'international. Mais c'est surtout la situation des Ouïghours, minorité musulmane persécutée, torturée et incarcérée massivement dans des camps d'internement sous prétexte de lutte contre le terrorisme, qui est aujourd'hui dénoncée comme une violation du droit international et des droits humains et estimée comme pouvant constituer un crime contre l'humanité par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Le Japon, lui, bénéficie d'une aura plus positive. Comme la Chine, il rayonne grâce à sa culture, avec les mangas, les animés, les jeux vidéo, mais aussi par sa gastronomie, avec par exemple les ramen mis en valeur dans Naruto, dont le nom est d'ailleurs issu d'un des ingrédients phares du plat, le Naruto Maki. alors qu'il est fortement impliqué dans l'aide internationale. Le Japon est reconnu pour son pacifisme depuis qu'il renonce à la guerre suite à sa capitulation en 1945. S'il participe depuis à des missions militaires, c'est en tant qu'appui logistique et humain de l'ONU ou des États-Unis d'Amérique. Ce non-interventionnisme militaire, cette aide internationale et sa culture lui permettent d'avoir une image cool Japan et de faire oublier son passé expansionniste et impérialiste. Sur le plan économique maintenant, les deux pays sont de grandes puissances, notamment dans le secteur automobile. Ce sont aussi de grands partenaires commerciaux, mais avec toutefois une forte dépendance du Japon envers la Chine. D'ailleurs, en 2010, la Chine dépassait le Japon et devenait la deuxième puissance économique mondiale. Sur le plan géopolitique et militaire, enfin, à l'échelle mondiale, le Japon est bien inférieur à la Chine. En effet, la Chine est le leader des BRICS. Alors c'est quoi les BRICS? Les BRICS réunissent les grandes puissances émergentes. B pour Brésil, R pour Russie, I pour Inde, C pour Chine et S pour Afrique du Sud. La Chine est surtout membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle a ainsi un droit de veto qui lui permet d'empêcher une décision. C'est aussi la deuxième puissance militaire mondiale derrière les États-Unis. Toutefois, l'expression géant économique nain politique, qui était utilisée à la fin du XXe siècle pour décrire le Japon d'après-guerre, en plus d'être politiquement incorrecte, est aussi non avenue aujourd'hui. En effet, comme on l'a vu plus tôt dans cette vidéo, après la capitulation de 1945, le Japon renonce à la guerre et place sa sécurité sous la tutelle des États-Unis pour mieux se concentrer sur son essor économique. C'est la doctrine Yoshida. Mais le Japon a renforcé depuis son poids politique, puisqu'il développe aujourd'hui ses capacités militaires, mais aussi et surtout une diplomatie avec les pays des Sud. Alors passons aux résultats. Sur 5 rounds, la Chine en a gagné 3 contre 2 pour le Japon et remporte le fight. Après l'évaluation de leur puissance, voyons maintenant les tensions qui les opposent. L'histoire et la géographie territoriale sont les premiers facteurs de tension entre les deux pays. En effet, 3 guerres sino-japonaises, c'est-à-dire entre la Chine et le Japon, ont opposé les deux pays depuis le 19e siècle. Avec notamment pour la dernière, un massacre de près de 300 000 Chinois à Nankin en 1937. Ce massacre est encore source de tensions diplomatiques. Ainsi, en 2012, pour les 75 ans du massacre de Nankin, l'aviation chinoise survolait les îles Diaoyu, Senkaku pour revendiquer ces territoires contre le Japon. En effet, les deux puissances se disputent ces îles depuis 1971. Mais alors pourquoi? Ces îles possèdent tout d'abord une réserve maritime riche en ressources, qu'elles soient halieutiques, énergétiques ou minérales. Elles se situent ensuite sur la principale route maritime qui relie l'Asie de l'Est au reste du monde et conservent donc un emplacement stratégique pour les échanges commerciaux. La géopolitique mondiale et régionale est aussi source de tensions entre les deux pays. Le Japon regarde ainsi avec inquiétude ce qui se passe en Ukraine à cause de 2 éléments. Premier élément, la Chine est proche de la Russie et de la Corée du Nord, 2 pays qui interviennent en Ukraine et avec qui le Japon est en froid. Deuxième élément maintenant. Depuis les débuts de la guerre en Ukraine et le manque de réaction militaire internationale, la Chine renforce ses manœuvres autour de Taïwan. Que ce soit pour Taïwan ou la mer de Chine méridionale plus généralement, le Japon y voit une menace pour la paix et la stabilité de la région.
Cette montée des tensions amène le Japon à renforcer ses liens avec les États-Unis, mais aussi à renoncer à son pacifisme d'après 1945. Son budget militaire a ainsi fortement augmenté entre 2023 et 2024 à hauteur de plus de 30%, et en septembre 2024, le Japon faisait état de sa force en transitant dans le détroit de Taïwan. Mais n'oublions pas le sujet principal de ces deux affiches, le foot, qui sert lui aussi de soft power d'un pays. Le stade présent dans la première affiche rappelle le sujet, un match de football. S'il aura lieu en Chine, celle-ci est bien consciente que l'emporter sera difficile. On peut ainsi traduire le message comme « Nous pourrions être vaincus, mais nous ne serons jamais mis à terre ». Message prémonitoire, alors que la Chine avait déjà perdu 7-0 contre le Japon au Japon en septembre 2024, elle perdra finalement 3-1 dans son pays en novembre 2024. Si la Chine n'est pas reconnue comme un pays de football, le Japon a fait lui forte impression au Mondial 2022, rappelant Blue Lock ou au plus vieux Captain Tsubasa. En effet, comme d'autres sports collectifs, que ce soit le volley par exemple ou le basket avec Slam Dunk, le football a une forte place dans les mangas et animés et a marqué 2 générations. Captain Tsubasa, ou Olivier Tom en français, était un animé important du Club Dorothée dans les années 90. On y suit l'évolution d'Olivier Hatton, de ses coéquipiers mais aussi de ses adversaires, de leurs équipes locales jusqu'à l'équipe nationale, qui remportera bien évidemment la Coupe du Monde, mais aussi jusqu'aux grands clubs internationaux, que ce soit le FC Barcelone pour Olivier Hatton ou la Juventus pour Landers. Blue Lock est lui un manga plus récent qui fait écho aux 2 dernières Coupes du Monde. Celle de 2018 en Russie est le point de départ du manga. Le projet Blue Lock naît en effet après la défaite réelle du Japon en 8e de finale contre la Belgique. Ce projet a pour objectif de créer la meilleure équipe possible, capable de remporter la victoire grâce à l'hyper-individualité de ses talents. La Coupe du Monde 2022, finalité du Blue Lock, a fait du manga un réel phénomène. Et cela pour 3 éléments. Alors que le manga naît après la Coupe du Monde 2018, l'anime, lui, sort au moment de la Coupe du Monde 2022. Le maillot de l'équipe japonaise, en plus de représenter des origamis, a lui été fortement inspiré de Blue Lock de par la collaboration d'Adidas avec le dessinateur du manga. Mais ce sont surtout les victoires du Japon qui ont favorisé la comparaison par les fans du manga avec la réalité du mondial. Le Japon a fini premier de son groupe en battant l'Espagne et l'Allemagne, mais il perdra quand même en 8e de finale au tir au but contre la Croatie. La Chine est pourtant l'un des pays pionniers à attirer de grands footballeurs internationaux au sein de son championnat. À la manière d'un Blue Lock, le président Xi Jinping lançait en 2013 un programme visant à faire de la Chine une grande nation de football alors qu'elle n'avait participé qu'à une seule Coupe du Monde en 2002 et qu'elle avait perdu dès la phase de groupe. Le programme mise sur la création d'académies de football, l'intégration du foot au sein des enseignements scolaires, mais aussi sur l'attraction de grands joueurs internationaux. Pour cela, les grandes entreprises chinoises ont été poussées à investir afin d'attirer ces grands joueurs à travers des salaires élevés. Mais le projet s'appuie aussi sur des entraîneurs de renommée mondiale afin d'attirer grâce à un projet sportif. C'est notamment le cas avec Scolari, ancien sélectionneur du Brésil et entraîneur à Guangzhou entre 2015 et 2017. Tevez arrive ainsi en 2016 au sein de l'équipe du Shanghai Shenhua, propriété du promoteur immobilier Greenland, un salaire de 40 millions d'euros, faisant de lui le joueur le mieux payé au monde pour l'époque. On est certes loin des 200 millions de CR7 en Arabie Saoudite, mais à l'époque, le transfert et le salaire de Tevez font grand bruit. Toutefois, l'arrivée de Tevez est un échec, tant au niveau sportif, avec seulement 4 buts, qu'au niveau de l'image renvoyée du football chinois. Les Chinois ne sont pas doués techniquement de manière innée comme peuvent l'être les Sud-Américains ou les Européens. Techniquement, ils ne sont pas bons. Je pense que même d'ici 50 ans, ce football ne pourra pas rivaliser. Lors de cet entretien, Tevez descend ainsi le championnat chinois. La Chine est d'ailleurs plus l'Eldorado, remplacée aujourd'hui par les États arabes. Comme on peut le voir sur cette carte de l'Afrique, le soft power footballistique passe davantage aujourd'hui par la diplomatie des stades, c'est-à-dire à travers la construction de stades à l'étranger, que ce soit en Afrique ou ailleurs. La Chine a d'ailleurs réalisé un grand coup avec le stade de Lusail qui a accueilli les principaux événements de la Coupe du Monde au Qatar. Mais il ne faut pas oublier non plus les investissements réalisés par la Chine au sein des clubs étrangers comme Aston Villa ou l'Inter de Milan. Si l'équipe nationale japonaise est plus performante et possède de grands joueurs internationaux comme Take Kubo à la Real Sociedad,
Elle fait aussi appel à des joueurs internationaux à coups de grands salaires pour les attirer au sein de son championnat sans pour autant avoir la vision de Xi Jinping. On peut ainsi mentionner l'arrivée d'Iniesta au Vissel Kobe en 2018 en provenance du FC Barcelone contre un salaire de 30 millions, mais aussi l'opportunité de développer son commerce de vin à l'international. Si l'expérience n'est pas encore très concluante, son image est utilisée par l'Office de tourisme national afin d'attirer les touristes européens avec en fond le mont Fuji. Alors, que nous ont appris ces affiches? En conclusion, ces affiches visent bien à promouvoir un événement, un match de foot de qualification pour la Coupe du Monde 2026, les équipes, fédérations et États associés, mais les deux personnages mis en avant reflètent d'autres éléments. Leur aura sert le soft power de leur pays. Mais si des liens et un héritage important s'exercent entre Goku, Wukong et les cultures sino-japonaises, l'opposition est aussi de mise, tant dans ces affiches que dans la réalité, avec des conséquences sur la géopolitique de la région. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à activer la cloche, à liker la vidéo, mais aussi à mettre en commentaire vos avis ou à me donner d'autres sujets.